Hello. Il faut toujours se méfier des apparences. La vie qui peut sembler si belle peut basculer en un instant. C'est la morale de l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne Véronique Duchesne-Meunier. Véronique, c'est une très belle femme. Une femme très élégante, festive, joyeuse, toujours apprêtée, qui est pleine d'énergie et mère de 2 filles. Elle a 47 ans et vit avec son époux Thierry. Ils se sont rencontrés en 2004 dans une boîte de nuit et ça a été le coup de foudre. Les deux ont tout de suite eu des projets de vie ensemble, de vie au Maroc, au Sénégal, mais aussi des projets immobiliers. L'immobilier, justement, c'est leur métier. Ils ont tous les deux une agence immobilière. Mais depuis quelque temps, tout ne va pas si bien dans la vie de Véronique. Elle a perdu son père et elle ne s'en remet pas. Et les relations avec ses filles, mais aussi sa mère, se sont distendues. Les familles recomposées, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça fait beaucoup à gérer pour elle, en plus de son agence immobilière dont les chiffres ne sont plus très bons. Véronique est allée voir un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs, le temps que les choses se calment et qu'elle aille mieux. Le 6 octobre 2010, Véronique déjeune avec son mari Thierry. Elle lui explique qu'elle ira se promener en début d'après-midi sur la plage de la Comtesse. Pour vous expliquer, là-bas, on a une presqu'île, l'île de la Comtesse, qui est une étendue rocheuse sur laquelle elle aime venir pour lire, pour se promener, pour se recueillir, méditer. C'est son moment à elle. Après le déjeuner, ils se séparent et Véronique prend la direction de cette plage qui se trouve à Saint-Quay-Portrieux. Elle achète aux alentours de 14h30 un paquet de cigarettes et se dirige vers la plage. Mais cette escapade pour se ressourcer sera sa dernière. Vers 15h, Thierry passe un coup de fil à sa femme, mais tombe sur son répondeur. Il voulait savoir où elle était. Il réessaye, un peu après 16h, et de nouveau tombe sur répondeur. Il va donc décider de prévenir son beau-frère le soir même. Le lendemain, Véronique n'est toujours pas de retour. Alors Thierry va prévenir la gendarmerie et signale sa disparition inquiétante. Le 8 octobre 2010, des promeneurs retrouvent sur la plage un châle beige qui est identifié comme appartenant à Véronique. Un peu plus loin, on va aussi retrouver son sac à main avec toujours son contenu à l'intérieur. C'est curieux et il ne faudra pas attendre longtemps pour retrouver Véronique, enfin son corps, flottant dans l'eau à la pointe du Minard à Plouézec. Nous sommes alors le 9 octobre 2010. Les gendarmes de la section de recherche de Rennes sont saisis de cette affaire et ils vont explorer 2 pistes principales. La première piste, elle est donnée par le mari, Thierry, et c'est celle du suicide. En effet, il explique que sa femme avait un comportement étrange ces derniers jours. Je vous l'ai dit, elle avait perdu son père, c'était très douloureux pour elle, il y avait les médicaments, et Thierry a constaté qu'elle a fait le ménage intégral de la maison avant de partir. Elle a aussi déplacé une photo de famille à laquelle elle tenait beaucoup, et s'est rendue sur la tombe de ses grands-parents pour déposer des fleurs, comme une sorte d'adieu qu'elle ferait finalement. Et dans son sac à main, on retrouve une quantité importante de médicaments, d'antidépresseurs. On peut donc penser qu'elle aurait choisi cet endroit qu'elle aimait tant pour prendre ses médicaments et s'abandonner à l'eau. L'autopsie va donc être déterminante et effectivement, on retrouve une grande quantité de médicaments dans son sang. Sauf qu'elle va aussi révéler d'autres choses et notamment le fait qu'il n'y a pas d'eau dans les poumons. On pourrait penser que lorsqu'un corps est immergé dans l'eau, naturellement, l'eau va rentrer dans les poumons et on en retrouvera à l'autopsie. Eh bien en fait, non. Quand la mort intervient avant la noyade, l'immersion, l'eau ne rentre pas dans les poumons. Et c'est ce qu'on constate ici. Ce qui veut dire que Véronique a été tuée avant d'être jetée à l'eau. Et c'est aussi confirmé par le reste de l'autopsie. On retrouve son visage tuméfié. Elle a le nez fracturé, elle a des ecchymoses un peu partout sur le corps, et on a des traces de strangulation. On constate donc que Véronique est morte par asphyxie, et non pas par noyade. On a donc un meurtre, c'est la 2e piste à explorer. Les gendarmes vont donc essayer de déterminer où est décédée Véronique, pour essayer de réduire un petit peu le champ des recherches.
Pour faire cela, ils vont utiliser les mêmes méthodes que celles dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le Calvados, sur la famille Godard, que je vous remets quelque part si vous voulez aller la voir. Ils vont faire une réelle analyse des courants marins, de la météo ce jour-là, pour essayer de voir comment le corps a dérivé. Et en partant de l'île de la Comtesse, ils vont jeter des mannequins à l'eau pour essayer de voir si ils dérivent naturellement jusqu'à l'endroit où on a retrouvé le corps de Véronique. Et effectivement, c'est le cas. Donc on sait qu'elle est morte là où elle a été vue pour la dernière fois. Reste donc à savoir qui l'a tuée. On va passer des appels à témoins, interroger un petit peu ceux qui étaient sur place, vérifier au cas où s'il n'y a pas eu des sorties d'hôpitaux psychiatriques, de prisons dans le coin. Et c'est un touriste britannique qui va donner une clé importante. Il explique que ce jour-là, il a vu Véronique, vers 15h, se diriger sur la plage de la Comtesse vers la presqu'île pour aller s'installer. Et quand il dit qu'il l'a vue, il l'a bien vue, parce qu'il l'a observée pendant une vingtaine de minutes. C'est très long, mais en fait ça colle avec le personnage. Il est connu pour avoir des comportements un petit peu déplacés avec les femmes, d'être un peu voyeur. Donc il l'a regardée longuement, elle était seule, et puis il est parti se baigner avec sa mère. Et quand il est revenu sur la plage, il n'a pas vu Véronique, mais il a vu un homme au loin partir. On vérifie son alibi parce que ça pourrait bien être lui. Ça serait pas très cohérent de venir se dénoncer tout seul comme un grand, mais bon, dans tous les cas, son alibi est confirmé, ce n'est pas lui. Mais on a bien un homme qui a été aperçu. Il reste donc un suspect évident, Thierry, le mari. Le 6 janvier 2011, Thierry est placé en garde à vue. On le questionne sur son alibi au moment des faits pour vérifier sa version. Il va expliquer à nouveau qu'il a déjeuné avec sa femme et qu'ensuite ils se sont séparés, qu'il a essayé de la joindre, qu'il ne l'a pas trouvée, qu'il est parti faire quelques courses et puis est rentré chez lui. Sauf qu'il y a un trou d'une durée d'environ 2 heures dans son alibi, un moment qu'il n'explique pas et qui correspondrait au moment de la mort de sa femme. La mort, on pense qu'elle est intervenue entre 15 et 17 heures, mais plus entre 15 et 16 heures finalement. Pour se justifier, il explique qu'il était tout seul chez lui, et donc qu'il n'a personne pour confirmer sa version. Nouveau problème, son téléphone a borné à proximité de la plage, entre 15h et 15h30, moment potentiel de la mort. Alors au début, il ne se rappelle pas y être allé, il explique qu'il n'y était pas, et finalement, au fur et à mesure que les heures passent, eh bien, la mémoire lui revient, et il explique qu'il est effectivement allé là-bas, parce que il pensait qu'il pourrait la voir, il l'a cherché du regard, ne l'a pas trouvée et donc est rentré. Des incohérences couplées au fait qu'il n'a pas prévenu les gendarmes tout de suite de la disparition. Il a attendu 24 heures pour le faire, ce qui est étonnant. Mais lui, ce qu'il explique, c'est que, au fond, il devait penser que sa femme avait mis fin à ses jours, au vu de son comportement, raison pour laquelle il n'a pas prévenu les gendarmes tout de suite. Pourquoi pas? Les gendarmes sont perplexes, mais au bout de 45 heures de garde à vue, ils n'ont pas le choix. Ils doivent lever la mesure de garde à vue parce qu'ils n'ont pas d'aveu et ils n'ont pas d'éléments matériels suffisants. Mais la justice n'abandonne pas pour autant et 7 mois après sa garde à vue, Thierry va être placé sous le statut de témoin assisté. Ça signifie qu'on n'a pas assez d'éléments pour le mettre en examen, mais la justice veut quand même garder un œil sur lui au cas où parce qu'on sait qu'il est potentiellement lié à cette infraction. L'affaire patine, comme le rappelle le procureur de la République de Saint-Brieuc en 2017. On est face à un homicide, mais nous n'avons jamais trouvé l'auteur. Il y a eu un suspect, mais nous n'avons pas pu prouver son implication. Le juge d'instruction envisage de prononcer un non-lieu, mais finalement change d'avis, laisse l'affaire ouverte au cas où de nouveaux témoignages arriveraient. Et dans l'attente, on continue les recherches. Décidément, quelque chose ne colle pas avec Thierry. Les professionnels sur le dossier le sentent bien, mais ils n'arrivent pas encore à trouver quoi. Alors ils vont creuser sur la relation de Véronique et Thierry, creuser aussi sur le passé de Thierry et son comportement de manière générale. Ils découvrent que lorsque Véronique le rencontre en 2004, elle est fraîchement divorcée. Elle a envie de profiter de sa vie, de sa liberté retrouvée, et Thierry rentre immédiatement dans sa vie. Il se présente à elle comme un marchand de biens, il étale sa richesse, et veut tout de suite construire de grands projets avec elle. À cette époque, Véronique, elle est employée, elle a ses 2 filles, elle est bonne gestionnaire de son argent, une vie normale de femme de quarantenaire. Mais dès qu'elle épouse Thierry en 2005, il arrive à la convaincre de vendre sa maison pour acheter 2 bars à Poitiers. Sauf qu'il y a un léger hic, c'est que Thierry ne pourra pas être le gérant, le responsable.
parce qu'il a un passé avec les affaires délicat. Juste avant les années 90, Thierry était un assureur. Il avait son cabinet et il menait la grande vie. Il étalait sa richesse, ses belles voitures à tout le monde. Sauf que rapidement, on l'accuse de détourner des fonds. Il ferme son cabinet et décide de reprendre la gestion de l'Intermarché où il vit. Ça va marcher pendant 3 ans, jusqu'en 1993, où il va être poursuivi en justice. Il est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 francs pour banqueroute, pour dissimulation et détournement de fonds. Et on prononce à ce moment-là une interdiction de gérer une entreprise pendant 20 ans. Sauf que ça ne va pas décourager Thierry, qui va, avec sa première épouse, créer une SCI pour gérer des biens immobiliers. SCI qui échoue, ils sont obligés de vendre les biens, et après le divorce en 99, sa femme va devoir rembourser pendant des années leurs dettes. Malgré le passé de Thierry, Véronique accepte d'être la seule à prendre les risques, d'être la seule gérante et responsable des bars qu'ils achètent. C'est un pari osé qui va marcher. Les affaires vont très bien marcher et les époux vont pouvoir acheter des biens immobiliers, des appartements et faire fructifier leur argent. Grâce à ça, ils mènent la belle vie pendant longtemps, ils peuvent inviter beaucoup d'amis chez eux, ils ont vraiment un bon train de vie. Sauf que cela ne dure qu'un temps et à la fin de l'année 2008, les affaires s'écroulent. Ils n'arrivent plus à gérer leurs charges, ils sont obligés de se séparer de leurs salariés et surtout de vendre les biens immobiliers qui leur rapportaient de l'argent. Véronique se retrouve donc la seule endettée, puisque la seule responsable, à plus d'1 million d'euros. Ça va créer quelques légères tensions dans le couple. Alors pour rebondir, ils vont devenir agents immobiliers et cette fois-ci, Véronique espère que ça va aller et qu'ils vont pouvoir rembourser les dettes. Mais elle apprend en 2010 que son mari est à nouveau poursuivi pour escroquerie. C'en est trop pour elle, elle en parle à sa famille, à son frère notamment, et Thierry entre dans une colère noire. La famille sent que Véronique va certainement quitter son mari, va le fuir. Ce passé trouble, il interroge les gendarmes, parce qu'ils se disent que Thierry avait un vrai mobile. Il aurait pu utiliser Véronique pour son argent, avant de finalement s'en débarrasser quand ça n'allait pas. C'est en tout cas ce que semble penser sa famille, qui dénonce une vraie emprise. Thierry aurait isolé Véronique au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que ses filles s'étaient éloignées, c'est pour ça aussi que sa mère avait pris ses distances. C'est là que j'ai pris conscience de l'emprise psychologique. Ma mère s'est transformée et a délaissé ses enfants pour un homme. On l'a vu se défaire au fil des années, maigrir, devenir l'ombre d'elle-même à tous les niveaux. Et ce constat d'emprise, il ne s'arrange pas quand on observe le comportement de Thierry après la mort de sa femme. Parce que 2 jours seulement après l'enterrement, on le voit en train d'aller jouer au tennis, d'aller faire son marché en sifflotant. Il mène une petite vie tranquille. Et 1 mois ou 2 après le décès de sa femme, il annonce qu'il a une nouvelle compagne qui s'appelle aussi Véronique. Il n'a donc pas du tout l'air éploré. Cette nouvelle compagne, cette nouvelle Véronique, elle est en cours de divorce et elle a un joli héritage, entre 200 et 300 000 euros. Alors Thierry vend rapidement sa maison et part avec Véronique numéro 2 s'installer au Sénégal pour ouvrir un bar et un restaurant. On prend les mêmes et on recommence, les affaires coulent. En juillet 2018, on interpelle et on incarcère Thierry pour malversation. Il est libéré le 15 avril 2019 et le 20 mai 2019, il est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, avec en plus une amende. Cette deuxième Véronique, eh bien, elle se rend compte qu'elle s'est faite berner et elle va dénoncer les agissements de Thierry et aussi ses violences. Thierry m'engueule et me parle mal. Il est odieux avec moi, il m'insulte, me dit ta gueule, il me menace verbalement. Il me fait peur, il me ment, je ne peux plus le croire. Je pense qu'il s'est bien foutu de moi, qu'il n'en a toujours voulu qu'à mon argent. Je le croyais sincère et je lui ai donné la moitié de l'héritage de mes parents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Véronique a peur. Que vais-je devenir ? Il me tient, je n'ai plus d'argent de côté. Dans quelle merde je me suis fourrée ? Une chose est sûre, s'il m'arrivait quelque chose, sachez que jamais je ne me suiciderai. Thierry serait-il un manipulateur qui choisit ses victimes avec précision parmi les jeunes divorcés et scellés et possédant suffisamment d'argent pour ses projets professionnels ? Le dernier juge d'instruction qui prend le relais dans cette affaire, parce qu'il y en a eu plusieurs, sait qu'il va devoir entendre Thierry à nouveau. Le juge veut entendre Thierry, mais il y a un léger problème.
il n'est pas en France. Juridiquement, il avait le droit, il était sous le statut de témoin assisté, il n'était pas mis en examen, il n'y avait pas d'interdiction de quitter le territoire, donc il n'y avait pas de problème. On peut quand même se demander pourquoi il est parti au Sénégal alors qu'il y avait cette procédure en cours. Certains pensent que ça pouvait être pour échapper à la justice. Son avocat explique qu'il a choisi un pays qui permet l'extradition, donc ça serait pas le cas. Quoi qu'il en soit, il va être nécessaire de l'extrader, de le faire rentrer. Pour ça, le juge d'instruction va délivrer un mandat d'arrêt international. Ça se passe en octobre 2022 et il va falloir attendre le 24 novembre 2023 pour qu'il soit arrêté à Sali, à une centaine de kilomètres de Dakar. Puis, on a un long moment qui se passe, puisqu'il faut attendre le 20 décembre 2023, un an après, pour que Thierry soit enfin de retour sur le sol français. L'extradition, ça prend du temps. 2 jours après, le 22 décembre 2023, Thierry va être mis en examen pour le meurtre de sa femme et placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Le procureur, dans une conférence de presse, va expliquer « Des éléments sont apparus quant à une relation compliquée entre Véronique Duchesne et Thierry Meunier, outre une personnalité complexe de ce dernier, étant notamment déjà connu de la justice et condamné pour des faits d'abandon de famille, d'abus de confiance et de fraude aux prestations sociales. » Depuis, il a été entendu plusieurs fois par le juge d'instruction, qui le questionne sur son alibi et sa version. La famille espère un procès en 2025 et pense qu'il n'avouera jamais son crime. L'instruction est toujours en cours, ce qui signifie qu'on a peu d'informations sur ce qui se passe, et c'est normal, c'est le secret de l'instruction. Mais a priori, il semblerait que Thierry ne change pas sa version. C'est ce qui a l'air de ressortir des propos de son avocat. Il faudra donc attendre le procès pour savoir quelle est sa version aujourd'hui. En attendant, il est présumé innocent. Alors à votre avis, est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'on a oublié une piste ? Selon moi, ça semble quand même très probable que ce soit lui. Parce qu'on a un comportement qui est suspect, il oriente l'enquête vers un suicide de sa femme, puis lorsqu'il est entendu, il a des trous dans sa version, des oublis, des mensonges, et on a un époux qui est pas du tout éploré, qui se remet très vite du décès de sa femme, et surtout un schéma qui se répète, un schéma d'un mauvais gestionnaire qui va utiliser la femme avec qui il est, et son argent surtout, pour essayer de remonter un projet. Ça ne me semble donc pas improbable que ce soit un homme dévoré par ses ambitions professionnelles au point d'engloutir les femmes avec qui il est. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque cette affaire. Comme pour beaucoup d'autres, il faudra attendre le procès, pour l'instant ce n'est pas fini, donc on aura l'occasion d'en reparler. Je vous laisse me dire donc tout ça en commentaire, comme d'habitude. Vous abonner, activer les notifications, si c'est pas fait. Et puis, comme d'hab, on se retrouve dans la prochaine. Salut!